Bonjour à tous et bienvenue dans cette 3e saison de Parlons épigénétique, le podcast scientifique bilingue présenté par le Consortium canadien de recherche en épigénétique, environnement et santé, animé par le comité étudiant. Nous interviewons des scientifiques canadiens réputés pour parler de leur carrière, leur recherche et bien sûr leur passion pour l'épigénétique. Cette semaine, Laureline Charrier et moi-même, Camille Souchet, avons le plaisir d'animer un épisode un peu particulier puisque nous interviewons notre directrice de recherche, la docteure Julie Brindamour. Chercheuse en épigénétique et reproduction à la faculté de médecine vétérinaire de Saint-Hyacinthe, elle nous partage son parcours scientifique, son intérêt pour les gènes de l'empreinte et surtout, elle nous transmet sa passion pour l'épigénétique. Merci de suivre notre série de podcasts et bonne écoute. Alors pour commencer, merci Julie d'avoir accepté notre invitation, ça nous fait vraiment plaisir de t'accueillir dans le podcast. Et donc pour commencer, ce qu'on aime bien, c'est d'abord demander aux chercheurs de se présenter comme ils aimeraient que ça soit fait. Bonjour Camille, je suis contente de vous parler aujourd'hui. En fait, on se parle presque tous les jours. Je m'appelle Julie Brindamour. Je suis professeure adjointe à l'Université de Montréal depuis 2021 et je m'intéresse à l'épigénétique du développement. Donc, je m'intéresse beaucoup à comment l'environnement peut affecter la qualité des gamètes et de l'embryon et quelles seront les conséquences plus tard, une fois que l'organisme est né ou devient adulte. Et donc pour essayer un peu de remonter dans ton histoire de la science, qu'est-ce qui t'a amené à faire de la science de manière générale? Qu'est-ce qui t'a amené dans ce monde de la science? Je suis pas née une scientifique, donc c'est pas été mon premier choix. En fait, quand j'ai gradué de l'école secondaire, j'avais encore 16 ans, j'étais jeune, je savais pas quoi faire, donc j'ai étudié en musique. Et puis, à un moment donné, c'est ça, je savais que je continuerais pas en musique parce que j'avais un trac fou. Mais à un moment donné, je me suis dit, je vais faire des cours de sciences parce que j'aimerais ça avoir une vraie job stable. Et donc, j'ai étudié en sciences, je pense 2 ans après avoir commencé mon cégep. J'ai fait mes prérequis pour aller à l'université et au cégep, j'ai fait un cours de microbiologie qui était un cours à option et je suis vraiment tombée en amour avec le laboratoire, avec ce cours de microbiologie. Et c'est pour ça que j'ai fait mon bac en microbiologie à l'Université Laval. Et c'était bien, il y avait des cours qui m'intéressaient plus que d'autres. Et encore une fois, un cours à option qui m'a amené vers plus près du domaine que je fais maintenant. C'était un cours qui s'appelait Technologie de l'ADN recombinant. Puis en fait, c'était du clonage et j'ai vraiment, vraiment aimé ce cours-là. Ça m'avait ouvert un petit peu aux possibilités qu'on pouvait changer. Dans ce cas-là, c'était des génomes bactériens, mais pour les mettre dans des cellules, on pouvait faire toutes sortes de choses, manipuler les cellules et ça amenait toutes sortes de questions auxquelles on pouvait répondre. Et ça m'a amené vers ma maîtrise en biologie moléculaire et cellulaire à l'Université Laval. Et je travaillais en fait sur une molécule qui s'appelle polyadépéribose polymérase, mais dans le contexte des dommages et de la réparation des dommages à l'ADN et dans le contexte du cancer de la peau. C'était bien, j'ai appris beaucoup de techniques et beaucoup de questionnements et j'ai continué, ou j'aurais dû continuer mon PhD en fait à Vancouver sur la famille des polyadépéribose polymérase, mais dans le contexte des télomères. Donc, j'ai joint le laboratoire de Peter Lansdorp, qui travaillait sur les télomères, et c'était le nouveau sujet hot, c'était les tanquirases. Et finalement, ça n'a pas abouti, ce projet-là. Et j'ai fait autre chose, justement, sur les télomères, la biologie des télomères. Et j'aurais normalement dû étudier... c'est là où j'ai commencé à m'intéresser à l'épigénétique. Donc, j'ai commencé un projet sur l'état de la chromatine près des télomères et à quel point ça affecterait la maintenance des télomères. Donc, si c'était plus hétérochromatique, est-ce que les télomères raccourciraient plus rapidement parce qu'ils sont pas répliqués assez rapidement avec le cycle cellulaire? Et finalement, c'était tellement dur à faire avec les lignées cellulaires primaires qui arrivaient toujours à sa naissance avant qu'on ait une réponse, que finalement, mon PhD a été sur autre chose, sur une technique pour mesurer les télomères, la longueur des télomères. Mais je savais déjà que je voulais continuer en régulation transcriptionnelle, en épigénétique.
Et c'est là où j'ai joint le laboratoire de Matt Lawrence à Vancouver. Et c'est là où j'ai vraiment trouvé ce qui m'intéressait, ma voie. C'était en régulation transcriptionnelle dans les cellules germinales, dans l'embryon précoce. Et avec la régulation des éléments transposables aussi. Donc, qui vont avoir un gros impact sur le génome, sur la régulation du génome et sur l'arrivée de nouvelles mutations dans le génome aussi. Ça commence déjà un peu à répondre à la prochaine question qui était vraiment pourquoi tu as choisi l'épigénétique et qu'est-ce qui t'anime quand tu fais ça? L'épigénétique, c'est difficile à dire pourquoi, mais ça a cliqué, moi, la régulation transcriptionnelle. Donc, le génome, c'est toutes les possibilités qu'une cellule peut devenir. Tout est là, en fait, tout est codifié dans le génome et c'est vraiment comment il est allumé, fermé qui va décider de la destinée d'une cellule, de la fonction, tout ça. Donc, je pense que c'était les possibilités de ce qu'une cellule peut devenir et comment on peut les manipuler ou comment l'environnement peut les manipuler. Et c'est pour ça aussi que c'est l'épigénétique du développement qui m'intéresse le plus, parce que c'est le moment du développement où le génome est le plus plastique, où peut changer le plus, où une toute petite chose peut vraiment changer la destinée d'une série de cellules, d'un sous-type de cellules dans l'organisme qui est né, qui va grandir, qui va devenir plus âgé. Et donc là, on sait que actuellement, tu es à l'Université de Montréal, donc tu es plutôt dans le côté académique. Et est-ce qu'il y a eu un moment où tu t'es posé la question de te dire « Ah, peut-être que j'aimerais aller dans l'industrie » ou est-ce que c'était quelque chose qui t'intéressait pas du tout? Est-ce qu'il y a eu une réflexion autour de ça? Oui, mais c'était jamais une question d'intérêt, c'est plus... C'est un cheminement normal quand on arrive à la fin du PhD, entre autres, où on est un peu tanné de notre projet, on sait pas où on s'en va. C'est un moment qui est un petit peu épeurant. Et puis je me suis dit peut-être que j'aimerais ça enseigner au cégep ou quelque chose comme ça. L'industrie, pas nécessairement. Et puis même enseignement au cégep, une conversation que j'avais avec mon frère, je disais je pense que c'est ça que je vais faire. Et mon frère m'a dit tu vas aimer ça pendant 6 mois, 1 an, puis ensuite tu vas t'emmerder parce que t'aimes ça quand ça change vite, t'aimes ça quand essayer des nouvelles choses, te renouveler tout le temps, et donc ça va être un nouveau défi, et puis après ça, peut-être que ça va t'intéresser moins avec le temps. Et donc ça fait quelques années que tu viens de commencer ton labo. Est-ce que tu peux nous parler un peu des moments marquants depuis le début, et puis les points positifs que tu as, et certaines difficultés peut-être que tu voudrais discuter? Oui, mon labo, c'est toujours, je pense que quand on décide d'aller en académique, de rester sur un cheminement académique, la possibilité d'avoir son labo, ça reste un peu un rêve. Est-ce que je vais réussir? Est-ce que je vais y arriver? Et donc, ça devient une réalité à un moment donné. À un moment donné, dans le cheminement du postdoc, tu te rends compte que oui, c'est une possibilité, ça va arriver à un moment donné. Et donc, j'ai commencé mon labo au meilleur moment pour commencer un laboratoire en août 2021, au milieu de la pandémie. Et j'avais un jeune enfant d'ailleurs, une jeune enfant, donc c'était vraiment parfait, mais c'était bien quand même. Donc j'ai joint l'Université de Montréal et je suis sur le campus de Saint-Hyacinthe, qui est un campus de médecine vétérinaire. Et il y a des raisons particulières pour moi, pourquoi ça m'intéresse un campus de médecine vétérinaire, parce que j'ai touché dans mon postdoc à la génomique comparée et j'ai trouvé ça vraiment excitant, les possibilités. Et je me suis dit que en joignant un groupe de recherche qui est plus en biologie de la reproduction. Donc, je faisais de la biologie de la reproduction, mais pas vraiment. Je m'intéresse à l'épigénome de ces cellules-là. Et donc, j'ai joint un groupe qui fait vraiment la biologie de la reproduction. Donc, je trouvais qu'il y avait une bonne complémentarité. Et la possibilité d'avoir accès à toutes sortes de génomes très, très intéressants. Donc, j'ai commencé le laboratoire et c'était, je dirais, pas facile. Au début, parce que justement la pandémie, les corridors étaient vides, tout était en distanciel. En fait, les premières réunions en présentiel se sont passées 10 mois plus tard. Donc, il y a plein de collègues que j'avais jamais vus en personne. Il y a plein d'étudiants donc qui venaient dans les laboratoires
que j'avais jamais vu sans masque, les étudiants d'autres laboratoires. Les boîtes de gants coûtaient 40$ chaque boîte de gants, donc sur le même fond de départ que n'importe qui, mais tout coûtait plus cher. Mais je me suis lancée. Donc, j'avais fait chaque étape qui était nécessaire pour être superviseur. J'avais déjà écrit des demandes de subventions, j'avais déjà donné des cours, j'avais déjà fait de la recherche, écrit des projets, des choses comme ça. La seule chose, c'est quand tu deviens chercheur, ben, il faut tout faire et tout faire en même temps. Donc, là, je pense que c'est la question que tout le monde se pose en commençant son laboratoire. On m'a vraiment donné les clés d'auto et c'est vraiment moi qui vais conduire l'auto. Mais ça s'est bien passé. J'ai recruté quand même dans les premiers 2 mois que j'ai commencé 2 étudiantes qui ont commencé quelques mois plus tard. Donc, Alison et Camille qui est ici, qui a commencé... En avril l'année d'après. Oui, c'est ça. En fait, c'est quand on a enlevé les masques. Hein? Oui, c'est ça. C'était la première semaine qu'on a enlevé les masques. Et à mesure le labo s'est bâti, les projets ont pris de l'expansion, on a recruté d'autres personnes. Et je pensais que j'étais occupée quand je faisais mon doctorat, je pensais que j'étais occupée en faisant mon postdoc et je pensais que j'étais occupée quand j'ai commencé mon poste ici. Et je me rends compte qu'on peut toujours en faire plus. Mais c'est le fun. On arrive à un bon moment du laboratoire où les projets se développent bien, où j'ai vraiment l'impression qu'on a une équipe maintenant. Il y a des gens qui ont plus d'expérience, il y a des gens qui ont moins d'expérience. Donc, ça devient plus complet, plus une équipe et on a vraiment des aspects qui sont plus fondamentaux, recherche fondamentale et des aspects qui sont plus recherche appliquée dans le laboratoire. Donc, c'est le fun. Et donc, comme tu viens de mentionner, tes journées sont très occupées, mais est-ce que tu trouves un peu de temps pour faire des activités à côté, ou est-ce que tu as des passions qui t'animent à côté, des choses un peu autres que la science? Ben, mes journées sont occupées, mais je prends quand même du temps pour passer avec ma famille, c'est certain. Et j'ai toujours eu des hobbies. Ceux qui me connaissent depuis longtemps savent que j'ai toujours eu un hobby qui va changer avec la période de ma vie. Et maintenant, probablement que le hobby que je fais le plus, c'est le jardinage. Et je suis complètement obsédée par mon jardin, qui est aussi une raison pour laquelle je suis ici à Saint-Hyacinthe, parce qu'il y a plus d'espace pour respirer et pour vivre. Et je suis obsédée par mon jardin. La planification du jardin commence le 2 janvier, donc tout de suite après le jour de l'an. On commence à planifier quel nouveau jardin on va creuser chez moi, quelles graines on va commencer, où est-ce qu'on va planter tout. Et rendu au 1er février, je pense que ma cuisine est envahie par des semis ou des graines ou des plateaux. Donc, complètement obsédée par mon jardin. Ça me permet de... à la fois relaxer, être dehors, ma fille peut jouer autour de nous dans la cour et réfléchir aussi. Donc, j'ai toujours trouvé que les hobbies, c'était vraiment bien à combiner avec la science parce que j'ai plus d'imagination, j'ai plus d'idées quand j'ai le temps de prendre du recul de mon ordinateur, du recul du laboratoire, tu sais, pour enlever le syndrome de la myopie aussi. Donc, j'ai des idées un peu plus farfelues en faisant mon jardin maintenant. Est-ce que tu pourrais nous donner une définition, selon toi, de l'épigénétique? Ben, l'épigénétique, en fait, la génétique, il n'y a pas grand-chose qu'on peut s'y faire. On l'a. Et l'épigénétique, c'est tout ce qui va arriver au génome. Tout ce qui peut changer le génome, lui donner une identité qui est différente. Donc, à la fois d'une cellule à une autre. Donc, comment ça se fait qu'on a des cellules de peau, qu'on a des cellules d'intestin, des cellules de sang? Ben, c'est l'épigénétique, donc qui donne une identité qui est très distincte à ces cellules-là. Mais c'est aussi comment l'environnement va affecter la destinée de ces cellules-là, qui peut faire des changements qui sont très subtils des fois, et donc qui vont changer la destinée de la cellule et de l'organisme. Et je fais pas de recherche là-dessus, mais ça me plaît toujours de lire justement des articles d'études qui sont faits chez des jumeaux identiques, entre autres, parce que c'est vraiment l'exemple parfait de comment l'environnement peut vraiment changer quelque chose, peut changer la destinée de quelque chose, et l'organisme, la cellule, va répondre à cet environnement-là.
Et donc tu dirais que l'épigénétique, quelle place ça occupe dans la recherche que tu fais? Est-ce que par exemple ça a une place centrale? Est-ce que vraiment c'est l'épigénétique en tant que telle qui t'intéresse? Ou est-ce que c'est un peu, on va dire, un outil qui te permet d'étudier autre chose? Ou tu vois, comment ça s'articule dans ta manière de penser la recherche un peu? Ah, l'épigénétique est vraiment très centrale à ma recherche. En fait, c'est le centre de mon univers. Ça dirige tout. Et je fais souvent la blague que quand ça sort du noyau, ça m'intéresse moins. Je m'intéresse moins aux protéines. En fait, les protéines sont importantes, mais en faisant de l'épigénétique du développement, donc je regarde comment l'épigénome est établi avant même que la majorité des protéines qui seront, ou des gènes qui seront régulés par cet épigénome-là soient même exprimés ou qu'il y ait même des conséquences. Donc, ce qui m'intéresse, c'est vraiment qu'est-ce qui est mis en place et qu'est-ce que ça pourrait avoir comme effet plus tard. Je regarde rarement en dehors du noyau dans ma recherche de tous les jours, sauf peut-être les conséquences phénotypiques, voir est-ce qu'on a des conséquences phénotypiques, mais très rapidement, je veux aller découvrir pourquoi, c'est quoi les changements dans l'épigénome et est-ce que ça change quelque chose dans l'immédiat, un petit peu plus tard ou beaucoup plus tard. Et donc, de manière plus générale, est-ce que tu as un avis sur l'épigénétique, à quel point elle est importante dans la recherche actuelle? Est-ce que dans le futur, elle va vraiment permettre de nous... Enfin, genre, où est-ce qu'elle se situe dans la recherche de manière plus générale, selon toi? Ben, elle est hyper importante parce qu'on parle beaucoup de... Tu sais, avec l'avenue CRISPR-Cas9, on pense on va pouvoir changer le génome des cellules, mais l'épigénome peut encore plus facilement être changé, être affecté de façon voulue ou non. Donc, je pense que comprendre comment, justement, certaines drogues, certaines manipulations des cellules, certaines nourritures, certaines températures vont affecter l'épigénome et comment on peut le moduler pour permettre un développement optimal. C'est encore plus près de la réalité, en fait. On ne fait pas de génie génétique. Ici, on fait une modulation qui est peut-être plus douce du génome. On fait avec ce qu'on a. Donc, c'est vraiment central. Il y a une infinité de choses qu'on peut faire avec l'épigénome. Moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que l'embryon est très tolérant à des changements de l'épigénome. En fait, la majorité des changements de l'épigénome sont corrects, n'auront pas de conséquences majeures. Donc, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est est-ce qu'on peut faire des changements est-ce qu'on peut prévenir des changements qui vont avoir des conséquences majeures ou au moins est-ce qu'on peut les identifier avant que les conséquences aient lieu? Mais quelqu'un d'autre peut s'intéresser à l'épigénome par c'est quoi les conséquences de prendre la chimiothérapie, par exemple un traitement de chimiothérapie. Est-ce qu'il y aura des conséquences à long terme? Est-ce qu'il y aura des conséquences sur la génération d'ensuite? Est-ce qu'il y aura des conséquences chez les petits-enfants aussi? Est-ce que tu as vu une évolution ou quand tu as commencé à l'épigénétique pendant ton doctorat, post-doctorat et aujourd'hui où tu en es, est-ce que tu trouves qu'il y a vraiment eu des améliorations? Est-ce que tu vois que c'est encore en progrès ce domaine-là? Ah, énormément. En fait, la majorité des méthodologies qu'on utilise maintenant ont évolué beaucoup avec l'arrivée du séquençage à haut débit. On est très dépendant du séquençage à haut débit. On est encore très dépendant des anticorps, ça c'est le moins. Mais ça a évolué énormément. On connaissait rien on regardait avec des chips qPCR, entre autres. Donc, on voyait une région spécifique du génome, mais on ne savait pas ce qui se passait juste à côté. Donc, on avait plus de difficultés à comprendre les interactions entre différentes modifications épigénétiques, entre différentes enzymes qui vont déposer ces modifications-là. Donc, c'est sûr que depuis, quand j'ai commencé dans le labo de Matt Lawrence en 2012, il y a eu une explosion des données. Ça commençait le séquençage du génome complet à ce moment-là, quelques années avant, 2-3 années avant, je dirais.
et tout d'un coup, il y a eu une explosion des articles et des choses qu'on connaissait sur le domaine. Et en épigénétique du développement, en 2012-2013, surtout on regardait encore par microscopie, parce qu'on n'était pas capable de regarder les embryons précoces. On commençait à regarder les cellules germinales justement en 2012-2014 pour la majorité des cas. Donc on a appris, on a vraiment enlevé nos œillères et on a vu avec beaucoup plus d'expansion. Il en reste encore beaucoup à connaître. Ça, c'est ça qui est chouette aussi, genre quand tu fais de la science, c'est de te dire, j'arrive à un point où c'est assez novateur, c'est cool de regarder, on développe des outils et puis tu peux après t'en servir et après te dire, mais il y a encore plein de possibilités où potentiellement on ne voit pas les choses encore parce qu'on n'a pas les outils actuellement. Ouais, puis ça ouvre les questions un peu de manière différente aussi. Quand tu vois l'évolution des outils, les questions que tu peux te poser et auxquelles tu peux répondre, elles évoluent aussi en même temps. Donc c'est ça qui est trop chouette de voir évoluer. Oui, absolument. Et puis je pense que les outils physiques maintenant pour faire l'expérience, on les a. Et nos prochains défis, ça va vraiment être des outils d'analyse. On arrive à un point où le cerveau humain peut seulement en prendre une partie. Il y a tellement de dimensions à analyser. Et puis, c'est pas mon domaine de spécialité, l'intelligence artificielle, mais ça s'en vient beaucoup. Et l'intelligence artificielle a plein de choses qu'elle peut pas comprendre comme le cerveau humain. Et la même chose, le cerveau humain. Donc, ça va être vraiment un travail de communication entre ces outils-là, entre les biologistes et les gens qui font plus de bioinformatique et les gens qui se trouvent un petit peu entre les deux aussi, là. Ça va être le prochain défi, je pense, du domaine de recherche. Mm-hmm. Et justement, est-ce que plutôt de manière actuelle, par exemple dans ton labo, est-ce qu'il y a une technique ou une approche que tu aimes particulièrement ou dont tu es fière, que ce soit dans le labo ou quelque chose dont tu aurais envie de parler plus technique? Pas une technique. Je pense que ce que j'aime du laboratoire, c'est qu'on travaille sur toutes les couches de la génération d'échantillons à son analyse et donc on est capable d'avoir une compréhension la question de recherche et des limites de chaque aspect de ça. Donc, on fait des souris transgéniques, on isole des échantillons, donc comme tu sais très bien, on fait du multi-omique, donc on regarde plusieurs couches de régulation. Donc, chip sequencing, on fait du ataxique, on fait du transcriptome et on le fait très bien avec très peu de cellules ou aussi bien qu'on peut le faire avec très peu de cellules. Et on est capable d'intégrer toutes ces couches de données-là à partir du même échantillon. Par exemple, on est capable de regarder le transcriptome et l'épigénome d'un même embryon. Donc, on n'a pas besoin de faire d'inférence. Est-ce que cet embryon-là va ressembler à l'autre sur lequel j'ai le transcriptome? Et on est capable de regarder avec quand même pas mal de résolution aussi. Donc, nos questions scientifiques ici, ce qu'on a, c'est vraiment comment certaines régions du génome sont régulées, pas juste à un petit point, mais dans un voisinage du génome, donc à plus grande échelle. Donc, c'est possible de faire ça justement en mettant plusieurs couches d'épigénétique, donc de chromatine, de méthylation de l'ADN et de transcriptome. Et probablement qu'il faudrait qu'on en ajoute d'autres à notre collection, mais aussi on a seulement un nombre limité de mains et de cerveaux dans le laboratoire, donc il faut faire attention de se garder quand même en ligne dans les projets. Tu as commencé déjà un peu à le mentionner au début, mais dans le laboratoire, tu as comme 2 modèles d'études principaux, la souris, le bovin, et qu'est-ce qui t'a un peu amené à travailler là-dessus, et puis qu'est-ce que l'université de Saint-Hyacinthe particulièrement te permet de faire avec ça? Un de mes mottos, c'est tous les génomes sont importants et sont intéressants, et présentement, on est quand même assez tôt dans la vie du laboratoire. Le laboratoire a 3 ans. Donc, j'aimerais avoir plus de génomes éventuellement, mais pour le moment, on fait de la souris et du bovin. Et c'est arrivé, ça, j'utilisais déjà à mon postdoc la souris comme modèle, comme organisme modèle. Et il y a beaucoup de flexibilité avec la souris
tout en étant capable de répondre à des questions complexes. Il y a beaucoup de modèles transgéniques, dont celui qu'on utilise présentement, donc qui étudie les protéines HP1. Il y a tous les systèmes Crelox qui sont bien en place, qui sont bien établis. Et il y a un très bon génome et il y a beaucoup de données qui sont disponibles chez la souris et dans le développement précoce de la souris aussi. Donc, c'est vraiment un outil où on peut poser des questions qui sont relativement complexes. Pas aussi complexes que si on travaillait sur des lignées cellulaires où on peut enlever un gène aussi facilement, mais quand même relativement complexes pour l'embryon précoce. Et le bovin, c'est arrivé parce qu'il y a quelqu'un qui nous avait contacté à Vancouver pendant que j'étais encore en postdoc, qui voulait faire le genre d'études qu'on faisait chez des embryons de souris, mais chez des embryons bovins. Et c'est une compagnie qui s'appelle Bovitech. Et on avait commencé à discuter avec Rémi Labrec, qui est notre collaborateur à Bovitech. Juste une discussion, poser des questions, tout ça. Et c'est des projets qu'on fait donc chez Bovin en collaboration avec Bovitech, qu'on a commencé à développer il y a quelques années, donc où on faisait juste discuter, poser des questions, penser à des possibilités. Et on est arrivé à des projets qui posaient des questions qui intéressaient à la fois le laboratoire, donc des questions qui ressemblent à ce qu'on pose chez la souris, et qui intéressaient aussi Bovitech, donc qui sont probablement plus appliquées que ce qu'on fait dans le laboratoire, mais plus fondamentales que ce qu'une compagnie fait normalement comme question de recherche, qui est vraiment sur la qualité des embryons et est-ce qu'on peut avoir un embryon avec un bel épigénome, même si on travaillait in vitro. Et ça, c'est chouette parce que faire des embryons avec un organisme qui est différent, c'est pas facile. C'est des techniques qui sont difficiles à apprendre. Je disais tantôt que l'environnement peut affecter l'épigénome et les techniques de reproduction assistée définitivement affectent l'épigénome. Donc, travailler avec une compagnie pour qui faire des embryons et faire les meilleurs embryons possibles, c'est leur spécialité. Ça nous permet d'avoir accès à des embryons de vraiment haute qualité et à des nombres d'embryons qu'on ne pourrait pas faire dans le laboratoire. Et un genre de données chez le modèle bovin qu'on ne pourrait pas faire en contexte académique parce que ça coûterait vraiment, vraiment beaucoup trop cher d'avoir ce genre d'échantillon-là. Et le modèle bovin est intéressant aussi parce qu'on travaille avec la souris et on pose des questions sur des problématiques de santé humaine aussi. Et la souris, c'est pas un humain. Et il y a des choses qui sont différentes chez la souris, incluant la régulation de certaines modifications épigénétiques. Par exemple, une modification qui est répressive H3K27ME3 prend beaucoup de place dans l'embryon de souris, dans l'ovocyte de souris, mais c'est pas le cas chez l'humain. Le niveau d'une autre marque répressive, la méthylation de l'ADN, est aussi différent entre la souris et l'humain, entre le rat et l'humain aussi. Et donc, le bovin, c'est un peu un modèle qui est entre les deux. Il y a des choses qui ressemblent plus à l'humain chez la vache que la souris. Et c'est plus facile de travailler chez des échantillons bovins que, évidemment, chez des échantillons humains. Donc, il y a moins de limitations. Mais il y en a plus que chez la souris. Donc, ça nous amène vers des problématiques qui sont différentes et plus vraies aussi. C'est ça aussi, ça en vient toujours un peu c'est de la recherche qui est très très fondamentale et de pouvoir l'appliquer à quelque chose qui est un peu plus concret, ça apporte encore de la... une autre dimension un peu au travail. Ouais, c'est ça. Ouais, exactement. Tu sais, je vais pas mentir que ma question préférée, ça a toujours été comment ça fonctionne. Et ça m'intéresse encore beaucoup. Mais maintenant, c'est ça, ça nous apporte comment ça fonctionne et quelles sont les conséquences et est-ce qu'on peut
faire notre petit apport sur améliorer les choses, entre autres, ici en production bovine. Donc, la recherche qu'on fait là a le potentiel d'être appliquée justement sur des protocoles de production bovine pour améliorer la santé des veaux qui sont nés. Et donc, c'est une problématique qui est vraie, qui a un impact environnemental aussi, qui est à plus court terme que la recherche fondamentale ou comment ça fonctionne. L'impact dans la réalité est plus loin, il est plus flou. Et tout à l'heure, tu mentionnais un peu ton envie d'essayer d'étudier différents génomes. Et dans un monde idéal où tu pourrais avoir le choix comme tu veux, quel génome t'aimerais étudier en plus que ceux que tu fais déjà? Ça fait longtemps que j'y ai pas pensé, mais je disais, ça m'intéresse beaucoup comment ça fonctionne. Et la génomique comparée, c'est vraiment chouette. Parce que au lieu de muter des protéines ou ajouter une drogue, on peut comparer différents génomes ou différents organismes qui vont naturellement, dans le wild type, dans le normal, exprimer différentes protéines ou différents niveaux de protéines à différents moments du développement. Donc, on compare des systèmes qui sont normaux et en santé sans, j'ai pas de meilleure description de ça, mais sans frapper avec un marteau partout sur le génome. Donc, c'est des changements qui sont importants, mais sont plus subtils parce que c'est un organisme qui est en santé. Donc, moi, j'ai toujours trouvé ça super chouette, justement, de comparer l'ovocyte de différents organismes parce que il y a des conséquences locales dans un locus spécifique du génome, mais aussi dans le génome complet, de par c'est une différente DNMT qui est exprimée ou un différent cofacteur qui est exprimé, et c'est pour ça que l'embryon va être différent. Idéalement, ça serait vraiment chouette de voir pourquoi certains génomes ont une activation du génome embryonnaire qui se fait à différents moments du développement. Et ça a probablement à voir avec la combinaison des protéines qui sont exprimées dans l'ovocyte et qui sont transmises à l'embryon précoce. Récemment, lors de la dernière conférence du CHRC, tu as commencé à nous présenter tes travaux sur le modèle HP1 et qui sont en lien avec l'empreinte. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton modèle, les gènes de l'empreinte, et puis en quoi ces résultats ils sont importants? C'était vraiment chouette de présenter ça au CIRC, parce que c'est la première... J'ai fait des conférences depuis que j'ai commencé mon laboratoire. C'était la première fois que je présentais des résultats qu'on a générés dans le laboratoire. C'était vraiment super excitant de faire ça. Et le projet HP1 revient d'il y a longtemps. Donc, quand je faisais mon postdoc, le premier projet sur lequel j'ai travaillé, c'était une combinaison de projets, en fait. C'était à la fois H3K9ME3 dans les cellules germinales et le développement de Ulichipsic, parce qu'on n'avait pas d'outils pour étudier la chromatine dans les cellules germinales. Donc, cette marque épigénétique-là, H3K9ME3, va réprimer l'expression des gènes dans certaines régions du génome, incluant les éléments transposables, mais aussi les satellites, certains gènes qui doivent être seulement exprimés à des stades spécifiques du développement. Je voulais l'étudier plus dans l'embryon précoce aussi, parce que ce qu'on avait vu, c'est que la H3K9ME3 était importante pour la maintenance de la méthylation de l'ADN, et quand on pense à la transition entre les gamètes et l'embryon, on sait que la méthylation de l'ADN est très importante, et donc je voulais savoir qu'est-ce qui va nous aider justement à transmettre l'épigénome du parent à l'embryon précoce. Le problème, c'est que si on enlève cette marque-là dans l'ovocyte, ça cause des problèmes qui sont un petit peu trop sérieux, et on n'a pas vraiment d'embryon à étudier pour savoir justement la transmission de l'hétérochromatine du parent à l'embryon, de la gamète à l'embryon. Donc la HP1, c'est une protéine qui va reconnaître cette marque répressive-là et qui se lie donc à la H3K9ME3, mais pas à tous les endroits du génome. Donc je me suis dit, on se disait, parce que c'est un projet que j'ai commencé
un peu quand j'étais au postdoc et j'ai eu la chance de partir avec ces souris-là et des années ici. Donc, on se disait, la H3 K9ME3 est super importante pour la maintenance, la méthylation de l'ADN, mais c'est pas toutes les régions qui sont marquées par ça qui maintiennent la méthylation de l'ADN dans les gamètes. Quel est le facteur qui va nous permettre de maintenir la méthylation de l'ADN? Et donc, on se dit, c'est quelque chose qui reconnaît H3K9ME3. Et la HP1, c'est un de ces facteurs-là. Et donc, on pensait, je pense, que la HP1 va être importante pour les régions où on veut vraiment maintenir la méthylation de l'ADN qui a été transmise par les gamètes vers l'embryon, qui va être importante pour des régions très sélectes du génome embryonnaire et qui aura une mémoire de ce qui a été déposé dans les gamètes, donc ce qui s'est passé pendant la gamétogénèse, et qui est transmise à l'embryon et qui pourra avoir un effet justement sur l'expression des gènes plus tard. La question originalement était vraiment, moi je pensais que ça affecterait assez globalement le génome, donc plusieurs régions du génome, et peut-être les gènes de l'empreinte qui sont des collection de quelques gènes, quelques centaines de gènes, où l'expression se fait de façon parentale. C'est-à-dire que dans la cellule de l'enfant, il va avoir une expression seulement du gène maternel ou du gène paternel. Ça veut dire qu'il y a une asymétrie qui a été transmise des parents et qui a été maintenue. Et là, ce qu'on voit, c'est que HP1 est importante pour garder cette mémoire-là de cette asymétrie parentale-là qui a été transmise. Et on est en train de travailler sur quelles autres régions du génome sont affectées par HP1. Qu'est-ce que HP1 aide à transmettre à l'embryon et à l'embryon de se rappeler de cette marque épigénétique-là qui a été transmise par les parents. Et est-ce que tu t'attendais aux résultats que tu as pour le moment? Est-ce que c'était une voie à laquelle tu t'attendais ou c'est assez surprenant? Non, on s'y attendait ou je l'espérais et c'est sûr que n'importe qui fait de la science, on espère et on le voit rarement ce qu'on espère voir, mais dans ce cas-ci, on l'a vu et c'était quand même pas mal clair qu'on voit une perte de l'empreinte. Donc, à la fois des marques qui sont maternelles et des marques qui sont paternelles. Ça veut dire qu'on commence à voir que ce qui est surprenant, c'est que l'effet est vraiment après la fertilisation et on a un impact à la fois sur le génome paternel et maternel. Et on voit un impact qui est plus sévère que l'absence complètement de la protéine dans l'organisme plus tard, donc après vraiment cette période-là qui est très tôt dans le développement. Donc à la fois surprise et pas surprise. Et ce qui est intéressant aussi, je pense, qu'on voit, c'est que, sans aller trop dans les détails, c'est qu'on voit un effet sur certaines régions de l'empreinte, mais pas toutes. Et ça, ce que ça nous dit, c'est que c'est pas toutes les régions de l'empreinte qui sont régulées de la même façon. Et donc, la comparaison avec d'autres protéines, d'autres facteurs qui sont impliqués dans l'empreinte génétique, dans l'empreinte épigénétique, va être intéressante. Donc, on va commencer à voir un petit peu quels joueurs sont importants pour ce locus-là dans le génome versus ce locus-là. Ça va nous aider justement à comprendre comment l'empreinte est régulée, et on va pouvoir, on commence à le voir depuis les dernières années, on va pouvoir continuer à évoluer ce qu'on appelle l'empreinte génétique, qui va avoir plein de mécanismes qui sont impliqués dans ça, qui sont régulés de façon un petit peu codépendante ou indépendante. Est-ce que, pour finir, tu as quelque chose à ajouter, un message pour nos auditeurs? Il y a différents niveaux d'intérêt à la science et ce qui est en commun, c'est la curiosité. Et je pense que nourrir sa curiosité est important, peu importe ce qu'on fait dans la vie. Pour quelqu'un qui décide d'aller en science, il n'y a pas de mauvaise réponse, il y a une réponse. Pour certaines personnes, ils vont avoir l'appel de la recherche académique. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'on sait. Moi, je le savais. C'était clair pour moi. C'était presque comme une drogue.
Mais si c'est pas là où vous vous voyez, s'il y a un inconfort, s'il y a pas du questionnement, parce que du questionnement c'est normal, mais s'il y a un inconfort, c'est pas une mauvaise réponse de pas vouloir continuer en recherche académique. Ça va être la bonne réponse pour vous de trouver un travail en industrie ou en vulgarisation ou en communication ou en organisation, en project management. Il y a plein d'autres possibilités et je pense qu'il faut qu'on arrête en sciences de se dire qu'il y a quelque chose de pas correct avec nous et plutôt se dire que je suis pas dans l'endroit où je fit. Et donc, je pense que c'est important de trouver son fit. Et pour moi, mon fit, c'était en académie et ça a changé des fois avec le temps. Je me suis questionnée, mais c'était clair pour moi. Mais si ça ne l'avait pas été, ça n'aurait pas été un échec non plus. Et je pense que ce que je vois pour mes étudiants aussi, c'est que peut-être qu'ils veulent continuer en académique ou ils veulent aller ailleurs. Et c'est une réponse qui peut changer au cours de leur développement aussi, plus ils apprennent à connaître leur domaine de recherche. Mais se trouver un emploi ou une occupation où on peut garder justement notre intérêt, notre curiosité, notre enthousiasme, c'est ça qui est le plus important. Plutôt que de plaire à quelqu'un d'autre, de plaire à moi ou de plaire à ses parents, c'est quand même un choix qui est à plus long terme. C'est important d'être bien et confortable dans ce qu'on fait. Je pense que c'est un très beau message de fin. Et donc, merci beaucoup pour cet échange. C'était très agréable d'échanger autour de la science et ce qui se passe à côté. Merci. Merci. Merci d'avoir écouté Parlons Épigénétique. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à le partager. Pour plus d'informations, n'oubliez pas de visiter notre site internet thisisepigenetics.ca.